Récemment, Underscore et Micode ont sorti une vidéo dans laquelle ils interviewent Arthur qui a perdu 28 000 € en se basant sur des outils no-code et racontent d'autres cas similaires qui sont vraiment liés au no-code. Et même si j'adore Micode, j'adore Underscore, faut avouer qu'il y a 2-3 raccourcis. Dans cette vidéo, je vais apporter mon point de vue sur cette interview et je vais certainement pas vous dire « Ah, tout est faux, regardez, le no-code c'est magique ». Je vous laisse vous-même vous faire un avis, vous êtes des adultes et je ne cherche à convaincre personne, surtout pas des développeurs. Si vous êtes dev, continuez à dev avec vos outils, dans tous les cas, vous avez déjà créé la meilleure compétence du monde. Mais je vais apporter mon point de vue de personne qui fait ça depuis 5 ans sur les problèmes qu'ils ont soulevés dans cette interview. Et vous allez voir que faire des raccourcis comme ça, c'est bien parce que ça génère des vues, mais ça tire pas forcément le débat vers le haut. Dans cette première partie, on va parler d'Arthur. C'est un développeur qui a l'air tout à fait sympathique en passant et qui raconte son expérience d'avoir voulu créer une app en no-code pour des événements équestres en utilisant Airtable et Softr. Alors de base, j'arrive en école de commerce, donc je propose un projet entrepreneurial pour aller valider l'année, qui est en gros d'aller créer une application qui gère la logistique sur les événements équestres. Ça permet quand même d'être beaucoup plus réactif et ça permet de sortir des projets beaucoup plus rapidement qu'en écrivant du code. À l'époque, j'utilise déjà Airtable et Softr est l'une des premières solutions qui vient vraiment faciliter la connexion avec une base de données. Avant même qu'ils disent quoi que ce soit, j'avais déjà compris le problème. Parce que le premier problème dans cette vidéo, c'est qu'il faut bien choisir sa stack technique, même dans le no-code. Airtable est un outil génial pour gérer les opérations d'un business. On peut en faire un CRM ou des petites apps internes. Mais c'est en aucun cas l'outil idoine pour gérer d'immenses bases de données. D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc sur la landing page, 125 000 entrées. Ça veut dire qu'au maximum dans notre application, on pourra avoir 125 000 lignes. Et ici, je vois une première erreur et pour ne pas faire la même, je vous invite à faire l'exercice de l'app de To-Do List. Essayez de visualiser une app pour gérer vos tâches. Et essayez de compter le nombre de tâches pour 1000 utilisateurs. Parce que 1000 utilisateurs, c'est quelque chose qu'on peut atteindre relativement facilement quand on veut lancer une app de To-Do. Et ensuite, comptez le nombre de tâches moyens par utilisateur. Donc si on prend le cas d'Airtable avec 125 000 entrées, ça fait 125 tâches par utilisateur pour 1000 utilisateurs. Et pour le coup, ça s'atteint très vite. Il suffit que chaque utilisateur ait 5 tâches par jour pendant 25 jours et on a atteint le quota. Et rapidement, on peut vite voir qu'il y a un problème de scalabilité dans ce choix précis. Donc on va déjà avoir la moitié de la licence qui va partir en coût Airtable. Et pareil pour Softr, où on va rapidement arriver sur du 300-400 € de coût de licence pour pouvoir faire tourner l'application correctement. Maintenant, là où le problème ne vient pas du no-code, c'est qu'il y a plein d'autres alternatives pour scaler. Le scale, c'est tout simplement la croissance de son produit et le fait de pouvoir supporter de plus en plus d'entrées dans la base de données ou d'avoir de plus en plus d'utilisateurs simultanés. Dans les exemples qu'on peut citer, il y a par exemple Xano qui permet de scaler de manière quasiment illimitée, mais on peut aussi citer Bubble par exemple où on peut stocker beaucoup de données. Et pourtant, les deux font ce qu'on appelle du vendor locking, c'est-à-dire que votre base de données, elle appartient sous une certaine forme à l'outil et vous ne pouvez pas forcément l'extraire. Vous pouvez extraire les données, mais vous ne pouvez pas extraire votre base de données. Donc dire que le no-code ne peut pas scaler, c'est faux. J'ai accompagné une boîte à 1,5 million de pounds de revenus sur Bubble, donc je peux dire que c'est un minimum de scale quand même. Le fait de choisir un outil no-code plutôt que le développement classique pour quelqu'un qui ne sait pas coder, c'est simplement faire un pari. Est-ce que j'accepte d'utiliser un outil no-code pour lancer plus vite mon projet, quitte à payer un peu plus tard? Et en no-code, des success stories, il y en a plein. Formulabot, Cure, Better Legal. De toute façon, vous pouvez les voir, ils sont directement sur les showcases des différentes applications. Si vous tapez Bubble Showcase, vous verrez toutes les applications qui ont un peu percé sur ces outils no-code. Évidemment, comme quand on choisit une stack technique en tant que développeur, choisir les bons outils, c'est une pièce essentielle de pouvoir bien utiliser le no-code. Là, par exemple, s'il avait utilisé Xano plutôt que Softr, eh bien, il aurait économisé des milliers d'euros. Pourquoi? Parce que avec Xano, le plan à 100 € suffisait largement. Par contre, là où je suis d'accord avec eux, c'est que si vous êtes développeur de base, donc c'est-à-dire que vous comprenez le code, préférez les outils qui ne font pas de vendor locking. C'est-à-dire soit qui vous permettent d'exporter le code, soit qui sont totalement open source. Je pense notamment à Flutterflow, WeWeb, Toddle, N8N et évidemment il y en a plein d'autres. Et là est selon moi le premier raccourci de cette vidéo, c'est de mettre dans le même sac tous les outils alors qu'ils ont des philosophies complètement différentes. Maintenant, on va arriver au deuxième problème. Le deuxième problème, c'est ce qu'on appelle l'abstraction. Une base par événement, vu que Softr connecte une page à une base, ça veut dire que pour chaque événement, il fallait dupliquer toutes les pages et reconfigurer toutes les pages. En fait, rapidement, le lundi et le mardi, c'est que de la configuration de pages et c'est la même configuration de page que la semaine d'avant et la semaine d'avant et la semaine d'avant. Le truc est bien fait, c'est-à-dire qu'il y a une bonne raison pour laquelle il faut payer plus cher, c'est que l'alternative est chiante. Pourquoi tu n'as pas continué en no-code ?
si c'est si chouette? À cause du fait de dupliquer les bases et qu'une base est connectée qu'à une page, en fait, à chaque fois que je duplique une base, je dois dupliquer une page. Sauf que au fur et à mesure, on met de plus en plus de fonctionnalités, donc de plus en plus de pages. Ouais. Donc chaque semaine, il faut dupliquer encore plus de pages que la semaine d'avant. Ouais. Parce que l'un des principaux termes à connaître dans le no-code, c'est l'abstraction, ou plutôt le niveau d'abstraction. C'est ce qui va définir le niveau de modelage ou de customisation d'un outil. Plus il y a d'abstraction, moins il est modulable. Pour vous faire une sorte de parallèle, pensez aux smartphones sous Android. Certains vont mettre une surcouche très légère, là on peut penser aux Pixel au tout début, et d'autres vont mettre une surcouche beaucoup plus importante, comme par exemple les Samsung. Et ben c'est exactement la même chose pour les outils no-code. Par exemple, Flutterflow ou Toddle, ils ont un niveau d'abstraction qui est extrêmement faible, c'est-à-dire qu'ils sont assez proches du langage dev et parfois peuvent même intégrer du code directement. Et à ce moment-là, ils sont à la frontière entre no-code et low-code. Bubble, de son côté, lui a un niveau d'abstraction qui est de moyen à élevé. Ils utilisent d'autres termes, comme par exemple utiliser le mot groupe plutôt que dire div. Et enfin, on a Softer qui a un niveau d'abstraction très élevé. C'est probablement le plus élevé de tous les outils no-code. On peut directement mettre des blocs préconfigurés pour faire la page de nos applications. Alors ça a un avantage, c'est certain, c'est que du coup Softer est probablement l'outil le plus accessible. Et quand les gens n'ont pas envie de se prendre la tête, ils vont utiliser Softer tout simplement parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir rapidement faire des choses. Et donc Softer est très accessible, beaucoup plus que Flutterflow, Toddle ou Bubble. Et ça c'est une autre leçon, tous les outils no-code ne sont pas forcément destinés à tout le monde. Par exemple, une responsable RH peut vouloir faire un trombinoscope de son entreprise sur Softer. Un gérant d'hôtel peut vouloir gérer ses réservations directement sur Softer. Ou une PME faire son CRM par exemple. Pour autant, si vous devez faire une app scalable avec beaucoup plus de customisation, alors c'est pas le bon outil. Le monde de la programmation a 50, 60 ans d'historique d'être confronté à ce genre de problème et de devoir résoudre justement le fait de travailler à plusieurs sur une même infrastructure, une même logique. Et les solutions ont lentement émergé. Et aujourd'hui, il y a une sorte de consensus de l'ensemble de la communauté de développeurs autour de Git et qui permet de très rapidement voir qui a fait quoi, quels sont les conflits. Ensuite, il y avait aussi cet extrait du versionning, et pour le coup, c'est tout simplement faux. Et là, je pense que ça vient juste d'un manque d'update ou alors d'une généralisation de software, mais on peut faire du versionning avec quasiment tous les outils no-code. Maintenant, j'ai un conseil à vous donner. Si jamais vous avez un doute, dites-vous que si vous arrivez vraiment très facilement à faire quelque chose, presque trop facilement pour le projet, par exemple, de l'envergure de celui d'Arthur, c'est probablement que vous avez choisi le mauvais outil. Parce que tous les outils qui vous permettent de customiser beaucoup de choses ont une courbe d'apprentissage beaucoup plus élevée. Et je vais vous dire ce que je vous conseille pour ce genre d'application. Vous pouvez utiliser Bubble, WeWeb ou Toddle. En fonction de votre bagage technique, si vous êtes un peu plus avancé, vous pouvez préférer utiliser WeWeb ou Toddle et l'intégrer avec des bases de données scalables comme par exemple Supabase ou Xano. Les deux sont extrêmement bien intégrés aux outils no-code. Maintenant, on passe au troisième problème, la propriété. Dans le no-code, il y a un truc effectivement qu'on entend souvent, c'est que tu peux te retrouver bloqué. C'est ce qu'on appelle le vendor lock. C'est que tu as choisi une marque, tu as choisi un abonnement et cette décision, tu peux la payer cher plus tard. Toi, comment ça s'est passé? Tu as dû récupérer un moment des données, j'imagine? Première balle que je me tire dans le piège, c'est que je duplique des bases à chaque événement. Donc si je veux aller récupérer les données de tous ces événements, ça veut dire qu'il faut que j'aille rouvrir les 150, 200 bases de l'année que j'ai créées. Et le deuxième problème du côté de Softer, c'est que Softer fait bien son travail en termes de RGPD, etc. Donc du coup, laisse pas les données des clients qui se sont connectés. Mais donc du coup, ça veut dire que tous mes clients qui se sont créés un compte sur l'application, je n'ai aucun moyen simple de sortir. Alors, je peux sortir les adresses mail, nom, prénom, mais par exemple, un mot de passe impossible d'y accéder. Tant mieux niveau sécurité, mais pour moi, je me dis en fait, le seul moyen propre que j'ai pour les utilisateurs, c'est soit de me dire, si vous aviez un compte avant, il faut aller vous recréer un compte et un mot de passe, etc. Soit de dire, en fait, on fait une croix sur la base de données des utilisateurs et on leur demande de tous se recréer un compte quand on passe sur du code. Et côté expérience utilisateur, ça pique quand même. C'est pas exceptionnel. Je sais que c'est un des défauts qu'on fait le plus aux outils no-code. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire si je ne peux pas exporter mon code? Donc déjà, si vous savez lire ou écrire du code, vous posez même pas la question, juste coder. Ou alors, utilisez des outils no-code qui vous permettent d'exporter le code si vraiment les outils no-code vous intéressent parce que vous pensez que vous allez aller plus vite, ce qui est possible, ou alors que vous préférez construire visuellement. C'est pas parce qu'on est développeur qu'on peut ne pas apprécier construire visuellement son application. Mais pour tous ceux qui ne savent pas coder, tant que vous ne savez pas lire du code, vous n'en serez pas propriétaire. À l'inverse de ce qu'on voit dans cette vidéo, j'ai plein de gens
gens qui viennent me voir pour l'inverse, pour me demander si le no-code est une bonne solution après avoir été baladé pendant des mois par leurs développeurs. Et attention, ça existe aussi pour les no-codeurs. Il y a plein de no-codeurs qui sont nuls et j'essaye du mieux que je peux d'aider les gens que j'accompagne pour qu'ils aient des bons standards. Et c'est pareil pour les agences où parfois ça se passe mal et aussi bien pour les codeurs que les non-codeurs. Et tous les problèmes qu'on peut entendre dans le no-code sont aussi applicables en réalité dans le code. Des architectures vieillottes avec beaucoup de dettes techniques qui nécessitent de recommencer à zéro, ça existe aussi en code, faut être honnête. Mais si vous voulez être sûr de la propriété de votre application, utilisez les outils no-code qui vous permettent d'exporter le code de vos applications. Maintenant, on passe au 4e problème. L'histoire de Julie et Andrea. Donc c'est 2 entrepreneuses qui ont utilisé Bubble en 2022 pour créer leur plateforme. Ouais, je vais vous raconter un autre témoignage super intéressant. L'application HelloBud, c'est une application mobile de voyage entre potes. Voilà. Et donc j'ai pu discuter avec eux, donc notamment les 2 cofondatrices, Andrea et Julie. Elles sont en école de commerce, donc pour le coup, elles ne sont pas développeuses, elles n'ont pas ce background-là. Et elles cherchent un dev avec qui s'associer pour mettre au point leur application. Et honnêtement, elles ont du mal à trouver quelqu'un. Parfois, elles trouvent quelqu'un et puis en fait, il fait pas grand chose pendant 4 mois, il sort une page de login et en fait il faut qu'on avance quoi. Et donc Andrea, l'une des 2 cofondatrices, était à ce moment-là à Berkeley. Et à ce moment-là en 2022, tout le monde lui dit fais-le avec Bubble. Mais vraiment c'est en mode en fait la solution évidemment, c'est Bubble. Alors elle va faire une première erreur, c'est qu'elle va pas particulièrement faire de benchmark. Parce que typiquement, pour une application mobile, toi, tu m'as dit que tu aurais plutôt pensé à Flutterflow ou des choses comme ça. Il y a d'autres outils maintenant qui ont fait plus leur preuve pour du mobile, quoi. Donc, elles vont mettre 6 mois, donc elles vont quand même pas mal galérer à prendre l'outil en main, etc. Mais elles arrivent à 90% de l'application fonctionnelle par rapport à ce qu'elles voulaient. Sauf qu'en fait, vient un premier problème, c'est qu'elles doivent mettre l'application sur les stores. Et en fait, là, on leur explique qu'il faut l'encapsuler pour le soumettre au store. Et elles commencent à se renseigner, et en fait, elles l'ont jamais fait, et c'est hors de portée pour elles. Alors c'est vrai qu'en 2022, comme le dit Micode, Flutterflow était une bonne alternative, mais était peut-être encore un peu jeune, parce que Flutterflow a été créé en 2020. Et avant que Flutterflow se développe, c'est vrai que Bubble était la meilleure alternative pour publier des applications mobiles sur l'App Store. Pour ça, on utilisait ce qu'on appelle un wrapper, comme le BDK ou Natively, pour en gros encapsuler une application Bubble qui était une progressive web app, c'est-à-dire basée sur le web, et la transformer en application native. Et ce process-là, oui, il est compliqué, mais il est loin d'être insurmontable, tout simplement parce que moi, je l'ai déjà fait 3 fois. Et là, pour le coup, je trouve ça un peu culotté de mettre ça sur la faute de Bubble, étant donné que c'est un usage détourné de ce qu'est Bubble. Bubble, c'est un outil pour faire des applications web. À aucun moment, ils ont voulu créer des apps mobiles. Donc là, depuis, en 2024, ils vont lancer la possibilité de créer des apps mobiles. Mais avant ça, ce n'était tout simplement pas possible. Donc c'était un usage détourné de la plateforme. Maintenant, parlons de cette histoire d'agence. Et elle se dit, ok, on y va. Sauf qu'en fait, déjà, l'agence reprend le projet de zéro. Même les maquettes qu'elles avaient passé plusieurs mois à faire. Et en fait, ils font tout avec leur bloc, leur propre méthodologie, leurs recettes. Sauf que pour Julie et Andrea, en fait, tout était sur mesure. Et donc, ça correspond pas vraiment à leur maquette, ça correspond pas vraiment à leur fonctionnalité. Et donc, au final, ils ont un résultat qui semi-fonctionne, mais en fait, c'est très bancal. Déjà parce que c'est très lent et très buggé. En fait, même elles n'ont pas envie d'utiliser leur propre application. Et en fait, ces agences de no-code douillent quand même un peu le système parce que déjà, elles ciblent particulièrement tous ces entrepreneurs et entrepreneuses qui chopent cette subvention. Ils vont un peu à la chasse à cette subvention en mode tiens, on a potentiellement un client intéressant. Et en fait, il y a vraiment une promesse qui est dite par l'agence qui est de vous pourrez modifier votre application comme on veut. Et en réalité, c'était un peu comme tout à l'heure, ce qu'on disait, dès qu'elle bougeait quelque chose, ça cassait tout. Je sais très bien ce qui s'est passé. En gros, Bubble est un outil relativement complexe. On peut quasiment tout faire sur Bubble. Mais vu que pour les agences, les projets se ressemblaient souvent, c'était souvent des outils internes à destination d'entreprises, la plus grande agence mondiale, qui s'appelle AirDev, a décidé de créer son propre framework directement sur Bubble. Ce framework, il s'appelle Canvas. Ce framework, il a été créé pour aller plus vite pour la création d'applications internes. Et personnellement, j'en suis pas fan pour cette raison. C'est que ça permet d'aller plus vite pour les agences, donc de faire plus d'argent, mais ça réduit les options de customisation. Et je suis sûr à 99% que cette agence ne faisait que du Canvas et a forcé ses filles à faire du Canvas. Encore une fois, ce n'est ni la faute de Bubble, ni la faute du no-code. C'est la faute d'une agence qui a voulu prendre des clients qui n'étaient définitivement pas dans leur cible et d'essayer de les mouler à leurs standards habituels. Et oui, no-code ne veut pas dire qu'on appuie sur un bouton magique et que tout va marcher comme par magie. C'est précisément pour cette raison que j'ai pu faire 50 carrières de freelance là-dessus. Maintenant, je voulais vous parler un peu du futur du no-code. Parce que plus que jamais, l'écart entre ces deux mondes est en train de diminuer. Et les mouvements entre les deux s'amplifient. Des no-codeurs qui deviennent développeurs
et des développeurs qui deviennent no-codeurs. Avec en prime les outils de code assisté par IA, comme par exemple Bolt ou Lovable, qui vont amener progressivement des développeurs à devenir no-codeurs d'une certaine manière, tandis que les outils un peu plus traditionnels vont faire l'inverse. Ouais, mais quand tu utilises du no-code, t'es très vite confronté à des limitations du fait que t'es dans un précaré. Et bah là, c'est pas parfait non plus, mais c'est très rare qu'on soit confronté à ce problème-là, parce que qui dit outil un peu open source, etc., dit que la cible que ça touche aime bien pouvoir mettre les mains dans le cambouis. Et donc déjà, c'est possible de développer tes propres nœuds. Bah, aujourd'hui, franchement, y a pas photo, quoi. On irait 3 fois moins vite si on n'avait pas cet outil-là. Donc, c'est pas parfait, mais c'est très très dur d'y trouver des défauts, quoi. C'est un peu le meilleur des deux mondes. Ouais, ouais, c'est ça. Je suis arrivé à la conclusion que c'est actuellement la meilleure stack possible. Et vraiment, je la conseille à tout le monde. Et c'est précisément ici que je rejoins l'avis de Micode, notamment quand il parle d'open source. Parce que oui, vu que les frontières sont de plus en plus fines, plein de devs par exemple aujourd'hui utilisent N8N, et plein de no-codeurs qui sont pas techniques aussi. N8N par exemple, c'est un outil no-code qui est devenu hybride entre le modèle cloud avec abonnement et le modèle open source selon un fair use. Mais c'est pas le seul, il y en a plein d'autres, comme par exemple Typebot qui est un outil no-code mais open source, NoCoDB qui est un outil no-code mais open source, Budibase no-code open source, Baserow no-code open source, et Toddle qui va devenir open source. Donc la philosophie des devs, c'est-à-dire transparence sans vendor locking, va enfin rencontrer les outils no-code, les outils de programmation visuelle. Parce qu'en réalité, c'est ça le no-code, c'est de la programmation visuelle. Et les personnes non techniques vont continuer à payer un abonnement pour prendre des outils simples et accessibles et pouvoir les prendre en main. Mais à mon avis, ça sert à rien de tirer à boulet rouge sur le no-code parce que c'est illégitime, et surtout dans ce cas précis où ça relève plutôt d'un mauvais choix de stack technique plutôt que des mauvais outils en soi. Comme des milliers d'entreprises qui font confiance à des équipes dev peuvent partir sur une mauvaise décision technique, ça se fait tous les jours. Et si vous voulez vous faire accompagner par des gens bons sur le no-code, il y a plein d'agences qui sont rigoureuses et consciencieuses comme Cube, Noxcode, Arcane et tous les experts no-code qui essayent de faire de leur mieux au quotidien. En 2025, il y a tellement d'opportunités d'application que je trouve ça vraiment dommage d'opposer une nouvelle fois le code et le no-code, parce qu'en réalité, la réussite technique d'un projet, qu'il soit code ou no-code, il passe aussi par prendre des bonnes décisions. Et si vous prenez la bonne décision, que ce soit en code ou en no-code, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à ce sujet. Que ce soit avec du code ou du no-code, l'essentiel c'est de faire des choses, et moi je continuerai à regarder Micode et Underscore parce qu'ils font du contenu vraiment génial.